Tout le monde m'attend champion d'Europe. Je me retrouve devant la finale. Donc là, le départ arrive et là, pam, 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 pam. J'ai une tachycardie, mec. Là, je devais gagner. Et je me téléporte de la première à la dernière place. T'allais manger, tu croisais Teddy Riner ou Tony Oka. J'avais le bien-être de m'écouter. Donc dès qu'il fallait sortir, dès qu'il fallait libérer la pression, ça, je savais très bien le faire. Mais j'arrivais le lendemain, j'étais déter. Sans cette mentalité-là, j'aurais jamais été champion du monde. L'athlète spécialisé dans le 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss, est l'invité cette semaine du podcast Impact Story. Alors qu'il était un adolescent complexé, l'athlétisme a été pour lui un refuge. J'étais un peu nerveux, j'étais stressé, je dormais mal, je faisais un peu des fois de l'eczéma quand j'étais plus jeune. Et dès que je finissais une course ou un entraînement difficile, j'avais toujours ce bien-être, cette plénitude physique. Pierre-Ambroise doit beaucoup de son succès à son coach, qu'il estime être comme un double pour lui. J'ai envie de partir à l'étranger, m'entraîner longtemps. Est-ce que tu serais chaud pour partir en Australie avec moi 2 minutes qu'on se connaissait. Il me dit vas-y, viens. Ça fait un dérapage avec la voiture. Il dit non les gars, on sort ce soir. Le coach qui dit ça quoi. Ouais. Donc on a été rattrapé par la réalité, je me blesse et puis du coup le fiasco pendant 2-3 mois juste avant les championnats du monde. Mais alors que l'espoir semblait perdu, il va réaliser l'impensable en devenant champion du monde, expliquant lui-même qu'il n'avait pas le niveau. Mais ce sportif a aussi une très forte conscience écologique qu'il essaye de mêler au monde du sport. Si on a tous au moins un petit peu compris ces petits gestes-là, ça peut peut-être gérer une partie du problème. J'ai l'impression que les sportifs de nos jours vont être beaucoup plus sensibles qu'on l'était nous. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Bonne écoute. Salut Pierre-Ambroise, ou comment Salut. veux-je dire Pab. Comment t'appelles tes potes? Bah, pas rarement. Ok. Mais Ah oui, non, je me trompe. il y a de plus en plus de Pierre-Ambroise. Plus je grandis, plus il y a du Pierre-Ambroise. C'est vrai Tu vois, il y a, Ok. à un moment donné, c'était Pierre. Tu vois, ils hésitaient et non. Et plus on grandit, plus on assume. Même moi, en vérité, j'assume mon prénom maintenant. C'est pas facile. Hein. Pourquoi avant tu l'assumais pas trop? Bah, c'est les autres qui l'assumaient pas pour moi. Du coup, ils allaient m'appeler Pierre Framboise. Ah oui, ok. Vous la voyez venir, quoi. Et attends, du coup, c'est quoi ton surnom? Moi, j'en ai pas, non. On Ah, m'appelait Lafaille quand j'étais au lycée parce que je faisais que des conneries. Ok. Dans le sens des maladresses, tu vois. Mhm. Et Pierre-Ambroise, non, et j'ai pas de surnom. Tout le monde t'appelle Pierre-Ambroise? PA, il y a du PA. PA, ok. Pape, c'est souvent les journalistes qui faisaient ça. Ah ouais, ok, ouais. d'accord. Mais moi, à la base, Pierre-Ambroise, c'est quand mon père m'engueulait, quoi. Il y avait que lui qui m'appelait comme ça. Hmm. Et toi? Moi, mon surnom, Mamad. Oui, bah oui. Et Classique. non, mais sinon, à une époque, on m'appelait Mams. Mais tu vois, c'était plus dans les années 2010. C'est parce que t'avais fait pousser un peu le. Ouais, depuis Ouais. que j'ai la barbe. maintenant, Ah oui, c'est- non, je parlais pas de ça. Non, bah, moi. Ah, d'accord. Alors, écoute, c'est un plaisir de te recevoir, sachant qu'on s'est croisés plusieurs fois, notamment au festival éco-sportif que tu organisais. On aura l'occasion d'en parler. Mais peut-être avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux répondre à la question que je pose à tout le monde dans ce podcast? Est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec? Absolument. Bah, déjà, je te remercie d'avoir participé. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés. Et merci de me recevoir ici. Écoute, j'en ai pas mal des échecs, mais le plus gros, il est encore dans mon cœur. Nous sommes en juillet 2014. Je suis en pleine ascension athlétique, c'est-à-dire que tous les ans, tous les mois, même toutes les semaines, je me sens progresser depuis que j'ai commencé ma carrière de sportif. Et j'arrive en terrain inconnu, les championnats d'Europe. J'arrive avec le meilleur chrono européen à 1,5 seconde d'avance. Où j'avais 2 gros concurrents polonais qui étaient redoutables et ils ne m'avaient pas battu encore. Et moi, j'étais le petit jeune, j'avais 22 piges. Tu sais, c'est dans ces moments-là, tu te blesses pas, tu peux tout faire, tu as l'impression qu'il ne va rien t'arriver. C'est le début, les emmerdes, tu sais bien comment ça se passe. C'est à ce moment-là que ça rompt. Et donc, tous les journalistes m'avaient encensé. Je venais de battre le record de France, en fait. Donc, moi, ça m'avait même surpris. Hein. Je ne m'attendais pas. Je pensais que ça arriverait peut-être plus tard dans ma carrière. Donc, je suis jeune et ça me tombe un peu dessus. Donc, si tu veux, entre cette période du record et le championnat, tu as au moins 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, moi, ça rumine dans ma tête et je commence à me mettre une pression de dingue. Et tout le monde m'attend champion d'Europe, en fait. Et je me retrouve devant la finale, quoi. Et tu sais, il y a un truc qui s'appelle la chambre d'appel. Avant les courses, avant les grands championnats, en fait, avant qu'on entre sur la piste, on est tous réunis au même endroit. Le stress monte généralement dans ce moment-là. Les mecs nous envoient, on met nos pointes, on met notre tenue, il y a les dossards et compagnie. Et puis là, moi, je commence à
pas être bien, tu vois. Livide, le mec sinistre, il n'y a plus rien. Pourquoi là, c'est le Et stress ouais, le stress monte et en plus, juste avant de rentrer dans le stade, la chambre d'appel était loin, donc on prend un petit bus pour y aller. On est tous les concurrents côte à côte et moi je suis blanc. Bon, déjà que je suis bien blanc de base, là on me voyait plus quoi. À un moment donné, il est au Pierre, il est plus là. Et j'avais mes 2 concurrents. C'est des potes les mecs, mais dans ces moments-là on n'est plus potes du tout, tu vois. 2 Polonais, tu vois. En plus les Polonais souvent c'est des guerriers, ils ont peur de rien. Et ils sont comme ça autour de moi. Et à un moment donné, ils se parlaient comme ça. Et moi, j'étais vraiment, je bougeais plus. Puis là, il se retourne vers moi, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es tout blanc, mon pote. Et là, je suis pas bien, tu vois. Donc, je sais déjà que ça a commencé à mal se passer. Et dans le sport, tu as une jauge de stress. Si tu la passes, c'est terminé après. C'est le stress positif et ça devient négatif. Et là, tu perds toute ton énergie avant même d'avoir couru. Et là, donc là, le départ arrive, le starter, il dit, à vos marques. Donc, je m'avance sur le plot et là, pam, 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 j'ai une tachycardie, mec. Comme si tu venais de... Tu vois, quand tu vas louper ton bus ou le métro, là, tu dois courir 200 mètres à fond et que tu l'as pas. Tu vois, à ce moment-là, bah, ou ton train, plutôt, la SNCF, parce qu'il ferme 2 minutes avant, on le sait maintenant, donc il faut vraiment arriver à l'heure. Tu rentres dans le train et là, tu as toute la transpiration d'un coup qui arrive. 3 secondes après, tu la connais celle-là? Et ton cœur, il bat à fond pendant au moins encore 2 minutes. Et ben moi, j'en suis là au départ. C'est-à-dire que je contrôle plus rien. Ça t'était déjà arrivé avant ou pas? Jamais. Je connaissais pas en fait. Je te dis, j'étais un foufou. J'ai l'impression que tout se passait bien. Même quand je perdais, c'était pas très grave. Je progressais quand même. Mais là, je devais gagner. C'est la différence, tu vois. Je devais. Tout le monde me voyait vainqueur. Et à un moment donné, en plus, moi, mon coach m'avait dit, il faut que tu mènes toute la course, parce que de toute façon, c'est ta seule stratégie pour gagner. Les courses tactiques, machin, ça marchera pas. Et donc là, je sais même pas quoi faire. Je me rappelle, je lève la main comme ça et je fais genre que je refais mon lacet. Alors qu'il était très bien fait, mon lacet, tu vois. Non, okay. Et donc, ça diminue légèrement, tu vois. Mais je sais pas, pour te donner un ordre d'idée, je devais être à 150 battements par minute, quoi. J'ai fait une tachycardie comme si j'avais fini la course. Sauf que la course dure 2 minutes quand même. Et donc, je change pas de plan et je me pars premier. Je suis déjà fatigué au bout de 100 mètres, tu vois, j'ai plus de jambes. Et je me téléporte de la première à la dernière place. Ah ouais. Et je fais dernier, mais je pense à 50 mètres de retard. Genre, le maillot d'équipe de France, je l'ai même pas respecté, quoi. Et tu vois, ça, mec, ça m'a atteint au point où pendant 1 ou 2 ans, ça pouvait recommencer, tu vois. Mais dans des situations pas sportives. Je sais pas, je pouvais parler devant des personnes en conférence et compagnie. J'avais la même sensation. Tu vois, quelque chose dans mon cerveau, c'était débloqué, mais dans le sens négatif. Et ma réponse au stress, c'était toujours la même chose. Tu vois, mon cœur qui se mettait à palpiter à fond. Et non, après, j'ai appris à contrôler, quoi. Bon, Et comment, du coup, comment t'as appris à contrôler? Et surtout, moi, j'avais le sentiment que, du coup, quand t'es un sportif, tu dois souvent faire face à ce type de situation très stressante. Et comment ça se fait que, tu vois, là, ce moment-là, bah, justement, t'arrivais plus à contrôler? Est-ce que t'as réussi à l'expliquer après? eh bien, il est arrivé parce que j'avais le statut de favori, qui n'est pas forcément le plus plaisant. Surtout que mon sport, en plus, c'était la roulette, hein. Tu refais la course 8 fois d'affilée, c'est pas forcément le même qui gagne, sauf s'il est vraiment bien au-dessus. Comment je l'ai contrôlé après? En fait, il y a un truc qui s'appelle l'expérience, c'est-à-dire que tu le fais une fois, tu morfles, tu le refais une deuxième fois, tu morfles encore, une troisième fois, la honte, tu te loupes. Mais à un moment donné, ton cerveau, il débloque le truc. C'est l'ego, hein, tout simplement. À la fin, ton ego, tu le diminues, tu le baisses, il n'y a plus rien. Et tu te dis, mais de toute façon, je ne peux pas me louper plus. Ça, je pense que c'est dans ton cerveau, inconsciemment, il se passe ça, tu vois. Et petit à petit, bah, au lieu de durer 2-3 minutes, le stress, il durait 1 minute. Et puis à la fin, oula, petit moment de pression, tu le contrôles. Il y a des exercices de respiration qui sont très sympas. Mon père m'avait aussi... alors ça a vraiment marché cette technique. J'imaginais un mec qui me faisait, avec qui j'étais en embrouille, torse nu, à poil, en train de danser devant moi. Et du coup, ce truc-là me détendait automatiquement, tu vois, en train de danser avec ses pompons là. J'avais toujours cette image en tête. Et c'est un truc qui m'a tenu longtemps jusqu'à ce que je m'en rende même plus compte. En fait, à la fin, je stressais plus. Mais effectivement, c'est quand même des sensations qui arrivent quand tu as beaucoup d'intention envers toi-même. Tu vois. Et à la fin d'ailleurs de ma carrière, j'ai perdu ça. Tu vois, j'avais plus de stress, mais parce que j'avais plus forcément d'ego
de me faire battre ou autre. Et est-ce que ça t'aidait du coup plutôt vers la fin de ta carrière à mieux courir? Non, justement. Ok. Non, parce que tu vas me faire dépasser par un mec, à la fin, je regardais, ça me faisait plus rien. Je sais pas si toi, tu réagis comment au stress. T'as déjà eu des moments un peu de nervosité où t'as perdu tes moyens? Perdu mes moyens? Non, pas encore. Je te le souhaite pas. Mais quand je stresse, je me dis souvent, au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Genre, je me dis, au final, il y a peu de choses qui sont fondamentalement graves. Parce que tu vois, je suis pas médecin, je suis pas là à sauver des vies. Et à chaque fois, les situations stressantes, ça peut être quoi? Parler devant un public, passer à la télé. Mais tu vois, par exemple, typiquement, il y a pas longtemps, j'ai fait 2 directs. Donc, un sur France Inter et l'autre sur France Info. Et en fait, moi, en y allant, je me dis pas que c'est une situation stressante. Et en fait, c'est souvent les autres qui me font stresser. Ils me disent Ouais, mais c'est ça en plus. ouais, tu vois, Ouais, c'est ça. ouais. Et ils me disent ça va, tu stresses pas, etc. Mais c'est contagieux ce truc-là en plus. Alors que de base, moi, je me dis bah, j'y vais, je suis serein, je connais mon sujet, etc. Il n'y a pas de raison. Et plus les gens t'en parlent, et plus tu stresses. Donc peut-être qu'en fait, tu vois, toi, c'est un peu ça. C'est la pression que tu as ressentie parce que tout le monde s'attendait à ce que tu gagnes. Ouais, absolument. Mais c'est la même chose, ouais, effectivement. Mais souvent aussi parce que les gens sont plus stressés que toi. Ouais. Souvent dans les plateaux en plus, France Inter et tout, bah, tu sais, la régie, tout ça, ça va à 1000 à l'heure. Donc, toi, tu passes, mais s'il y a un petit problème, il y a une question en trop, c'est eux qui morflent. Nous, on est là sur le plateau. Qu'est-ce qui va se passer pour toi en vérité? Tu auras juste une question en moins. Alors que pour eux, ça va décaler leur truc. Et c'est pour ça, peut-être, qu'ils t'avaient mis ce genre de pression. J'en sais rien. Ouais, peut-être. Et ok, et attends, du coup, donc là, on a sauté plein d'étapes. Comment tu te lances dans l'athlétisme? Et enfin, toi, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire de l'athlétisme ou pas du tout? Écoute, j'en ai fait très tôt, ça c'est clair. Je sais pas quel sport t'as pratiqué quand t'étais petit. De l'athlé. De l'athlé? Et Ah oui, ouais? Tu et faisais ouais. la course? Je faisais 100 mètres, 200 mètres. Ok, Ouais. c'est bon ça. Mais du coup. T'as un petit chrono à me balancer là? Non, mais en plus, j'étais pas. Si, à mon avis, je Je vois faisais encore, pas t'as de- des cannes là, et, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Non, mais 100 mètres, 200 mètres. Mais après, tu vois, toi, tu fais 800 mètres, du coup. Enfin, moi, ça me paraissait tellement interminable. Déjà, 200 mètres, c'était le max. Ouais. 800 mètres, tu vois, je me dis, waouh. Après, j'ai envie de te dire, dans l'athlé, on a l'impression que le 800 c'est à part et tout, mais au final, quand on est petit, on fait quoi? Des crosses. On les a tous fait, ceux-là. On s'est tous retrouvés dans la boue à 10 ans, dégoûtés d'être là, quoi. Et bah, moi, ce truc-là, même si j'aimais pas, bah, il m'arrivait de gagner ce genre de course et de prendre du plaisir. C'était horrible sur le moment, mais après, tu as une grosse satisfaction. Le coup des endorphines, de l'adrénaline voilà, la dopamine et compagnie que tu as après les courses de demi-fond, elles sont. Moi, ça a joué un rôle important déjà dans ma jeunesse. Ça, j'étais un peu nerveux, je me rongeais les ongles, tout ça, j'étais stressé, je dormais mal, je faisais un peu des fois de l'eczéma quand j'étais plus jeune, tu vois. Et dès que je finissais une course ou un entraînement difficile, parce qu'il y a les courses, mais il y a aussi les entraînements, eh ben, j'avais toujours ce bien-être, cette plénitude physique, tu vois. Et c'est ça qui m'a amené en fait à faire du demi-fond, quoi. Après, le 800, tu choisis, hein. Soit tu vas faire du marathon, soit tu vas faire du 800. Mais le 800, c'est la première discipline du demi-fond, si tu veux. Donc moi, j'étais plus doué pour faire du sprint, un peu comme toi, tu vois. Ok. Mais sauf que j'avais plus de talent, on va dire, c'est pas du talent, mais c'est de l'envie de la douleur. Ok, Tu vois, j'aimais bien la douleur en fait, moi. On arrivait avec les copains et aujourd'hui, putain, il y a 3 tours du terrain à faire, 6 fois, ouais, pas envie. Et en fait, pendant que tu y es, tu vois, c'est plus amusant que le sprint, de mon point de vue, plutôt que d'être coude à coude avec un mec 2-3 fois en sprint. Moi, ça m'amusait moins ça, plutôt que les entraînements difficiles qu'on se tapait. Donc c'est Et plus déjà l'entraînement. jeune, j'aimais ça. Ouais, c'était plus l'entraînement, ouais. Et après, tu retrouvais les mecs de la région, d'une autre région, tu vois, parce qu'on faisait les trucs d'interrégionaux, les championnats de France qui sont arrivés plus tard. Et tu sais, tu les retrouvais 1 an après ou 6 mois plus tard, parce que l'athlé, c'est ça, c'est pas comme un sport collectif. Nous, c'est tous les ans seulement. Tu t'entraînes 8 mois pour faire 1 mois de compète, 1 mois ou 2 mois, alors qu'au foot, bah, tu as besoin de te montrer tous les jours. Tu me parlais de stress, les footballeurs, c'est évident qu'ils sont plus stressés. Tu as tous les médias sur eux toutes les semaines. Alors que nous,
on doit montrer le fruit de notre travail sur 2 mois. C'est ça aussi qui est dur. Donc, si tu te loupes ta première course, ça lance mal ta saison, mais sauf que derrière, tu n'as plus beaucoup de chance pour faire ce qu'on appelle les minima. Les minima, c'est le temps requis pour participer dans un championnat du monde. Voilà. Et petit à petit, en fait, du coup, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer. Et moi, très tôt, j'ai aimé cette ambiance, en fait. Cette ambiance de on n'a pas beaucoup de chance. Tu vas en avoir, on t'ouvre les portes, on te les ouvre grandes, mais par contre, tu te loupes 1 ou 2 fois, elles se referment très vite. Et ce truc-là m'a bien réussi quand j'étais jeune, et tu vois, il m'a un peu desservi à la fin de ma carrière. Et donc, c'est très bien de voir les 2 côtés. Et du coup, tu dirais que tu préfères le 800 mètres parce que tu étais bon là-dedans ou parce que, tu vois, fondamentalement, c'est le 800 mètres que tu préférais? Je me suis mis à l'aimer, je trouve que cette discipline est hyper intéressante. Tu vas avoir tous les morphotypes. Tu vois, en sprint, tu vas beaucoup avoir des gros mastocs ou alors des très grands, très musclés. C'est pas n'importe qui peut faire du sprint. Voilà, moi, j'aurais jamais pu être champion du monde du 100 mètres. Même si j'avais tout fait pour. Jamais, tu vois. C'est dû à quoi, du coup? C'est dû à la morphologie, c'est dû aux fibres musculaires. Tu vois, il y a beaucoup plus de noirs et de métis dans l'athlète pour la raison. Il y a plein de raisons. Alors, c'est pas exactement prouvé, mais il y a des trucs sur l'inclinaison du psoas, des choses comme ça. Donc, il y a aussi on a l'impression que ça peut être un peu plus culturel, mais quand tu as fait de l'athlète, moi, je suis persuadé que c'est morphologique, tu vois, et je suis persuadé que mes compétences, elles ont été acquises, certes, avec l'entraînement. Je me suis buté à fond, mais c'est pas pour rien qu'aussi que j'ai gagné les crosses quand j'étais plus jeune, quoi. Et à contrario, même si j'avais voulu mettre la même intention dans le 100 mètres ou dans le marathon, jamais j'aurais accédé à un niveau d'une finale olympique. J'en suis convaincu. Tu vois, j'aurais même pas été meilleur français sur le 100 mètres, ça c'est une évidence. Parce que c'est trop différent finalement. Et si tu veux, le 800, ça demande un éventail de qualités, plutôt de compétences, je dirais, qui sont reliées d'un côté au sprint, de l'autre côté à l'aérobie, à l'endurance. Et puis tu as tout ce qui est au milieu. La résistance, en fait. Donc, mon sport, les meilleurs, souvent, c'est ceux, quand la douleur apparaît, qui l'oublient le plus. Tu vois, limite un hypnotiseur, il serait plus doué que moi pour faire ce que j'ai fait, quoi. Okay. Parce que lui, il arriverait à se louper. Tu vois, ceux qui font les immersions en glace et compagnie, ou alors les aventuriers, là, les explorateurs, je pense que si c'était mis au 800, ils auraient été champions du monde, les mecs, c'est sûr, quoi. Ok, donc c'est intéressant ce que tu dis. Je savais pas du tout. Donc en fait, finalement, selon toi, dans le 800 mètres, il y a plus de... forcément, il y a une part de talent, mais elle est moins nécessaire du coup. Tu vois, c'est plus facile de faire du 800 mètres. Je pense, ouais. Okay. Je pense parce que, comme je te disais au début, tu vas avoir plusieurs morphotypes, plusieurs types d'athlètes. Tu auras les petits avec une petite foulée, une cadence, les petits taureaux, quoi. Tu vas avoir les grands élancés, mais qui ne seront pas doués dans les pelotons. Tu vas en avoir, ils vont être très bien quand ils vont courir tout seuls, mais à l'entraînement, ça va être les champions du monde de l'entraînement, mais tu vas les mettre en compète, ils ne vont pas l'avoir parce qu'ils auront peur. Ce qui est encore pire dans le 800 que dans le 100 mètres ou dans une autre discipline. Parce qu'en fait, le 800, c'est la première discipline où on se rejoint après 100 mètres. Donc, tu es dans un peloton. Et il y a des bousculades, il y a des choses comme ça. C'est pour ça tout à l'heure que je te disais, tu vas refaire la course 8 fois. Tu vas pas, avec les circonstances de course, tu vas en avoir un peut-être qui va être au-dessus, mais après, derrière, ça ne sera jamais la même place, quoi. Parce que c'est très tactique. Et donc, il y a un côté quand même instinct qui se développe petit à petit. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans l'instinct. Il y en a... comme dans l'intelligence, qui vont être manuels, tu vas leur montrer un truc, ils vont mémoriser rapidement, ils vont te le refaire hyper vite. T'en as d'autres, ils ont une mémoire visuelle, ils vont savoir comment le boulon il est mis, pourquoi, dans quel axe. Tu vois, c'est comme quand tu fais médecine. Il y a des gens qui sont faits pour apprendre des choses par cœur et qui comprennent très rapidement le schéma dans l'espace et d'autres non. Et ben, pour moi, le 800, tu as l'entraînement, mais tu as aussi cet instinct-là de course que certains n'ont jamais, quoi. Ok. Je t'ai perdu. Non, pas du tout. Non, mais justement, je réfléchissais à ce que tu disais et tu vois, moi, je me dis toujours qu'en fait, on peut quasiment tout faire avec de l'entraînement, de la discipline, de la rigueur, etc.
Après, je suis conscient que particulièrement dans le sport et certains sports, tu as forcément une part de dîner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quand même, tu vois, peut-être ça doit dépendre des disciplines sportives, comme tu le dis, tu vois. Donc, peut-être dans le 800, il y a l'instinct, entre guillemets, qui joue plus, alors que dans le 100 mètres, là, c'est vraiment très physique, en fait, selon toi. Ouais, bah en fait, non, même pas. C'est vraiment global. J'ai voulu croire longtemps que j'étais de ton avis. Ok. Mais en fait, j'en ai trop vu. J'ai trop vu des gens trop doués Ouais. pour me dire que c'est que de l'acquis. Je sais, hein, c'est moi aussi, hein, je suis un Ouais. utopiste. J'aimerais bien, tu En vois, fait, qu'on c'est soit que du capable, talent. Bah, en qu'on fait, soit voilà. capable. C'est pas Ouais. que du talent. Ouais. Il y a du talent qui est là, mais c'est une boule. Tu vois, il y a des gens, ils ont une boule comme ça, mais après, il faut imaginer une croûte. Et la croûte, c'est l'acquis et ton expérience. Et il y a des gens, tu vois, un mec comme Neymar, il a une boule comme ça. Pas de boulard, mais de Ouais. talent. Mais Peut-être aussi, hein. sauf qu'il il s'en fout, en fait. Mm. Ça se voit qu'il s'entraîne Ouais. pas, tout le monde le sait. Et donc, du coup, bah, petit à petit, il va se faire dépasser par des Mbappé qui sont, de mon point de vue, peut-être un peu moins doués sur certaines choses du football. Mais il aura tellement pas assez bossé finalement qu'il va se faire avoir des coupes, des compagnies. Et ben pour moi, pour les avoir vus ces gens-là touchés, c'est trop évident en fait. Il y a quand même un axe inné trop important dans le sport de haut niveau. Ouais. Et t'as toujours rêvé, du coup, de faire les JO, d'être. Est-ce que t'as déjà rêvé d'être champion du monde avant de le devenir? Ouais, plus champion olympique d'ailleurs. Ok. Je l'ai jamais été, mais en fait, c'est des petits rêves de gosses qui se développent en nous. Moi, j'y croyais pas. Hein. Je croyais pas faire une carrière de haut niveau, surtout dans l'athlé. Intéressant. Ok. Bah, des sports, tu sais, t'es pas amené là-dedans. Moi, mon père voulait que je sois médecin. Voilà, il fallait que j'aille en S pour essayer de faire des métiers reliés un peu à ça. Et puis rapidement, en fait, tu prends confiance en toi, tu prends confiance en ce que tu peux être. Et après, il y a des opportunités qui se sont présentées. Moi, je suis allé à l'INSEP, en fait. Je sais pas si tu vois ce que c'est, l'Institut national du sport. Et à partir de là, tout est un peu possible. Puisque tu rentres dans un environnement où le but, c'est d'être champion. Mm. Champion de quoi, tu sais pas. Il y en a peut-être un tiers qui deviennent champion du monde, qui deviennent champion olympique. Et ça, c'est la roulette de la vie. Mais parce que tu peux te faire aussi pervertir par plein de choses. Hein. Il y a Paris, et je parle de ça dans le monde entier, tu vois. Même si tu es dans une école aux États-Unis, il peut se passer plein de choses. Hein. Tu peux avoir un chagrin amoureux et puis tu pars dans une autre direction. Tu peux avoir une désillusion ou une blessure. Et c'est ça aussi qui est beau dans le sport, c'est qu'à tout moment, ça peut être fini. Donc, on a tendance à vraiment profiter à fond. Et c'est vrai que moi, mon rêve de devenir champion du monde, c'est ça aussi qui m'a changé. C'est que j'ai appris la visualisation, les choses très positives, où tu arrives à avoir une dose d'adrénaline avant de t'endormir. Moi, c'est ça qui m'a un peu forgé. Et ça, du coup, c'est quand tu rentres à l'INSEP, genre l'entourage, tu te dis, en fait, là, je suis dans un univers où ça devient possible. Et c'est à partir de là où tu te conditionnes et tu dis que tu vas le faire, ou même pas, où finalement, tu y vas vraiment pas à pas. Si, c'est à ce moment-là que ça a changé. Ouais. J'ai compris que j'étais dans l'environnement pour le faire. Et les résultats que j'avais eus me donnaient ces espoirs-là. Quand je suis arrivé à l'INSEP, j'ai commencé à réfléchir à mon sommeil, quand faire des siestes, qu'est-ce que je mange, les tests des intolérances alimentaires, toutes ces choses-là, tu vois. Il y a un côté plaisant à rentrer dans le grand bain et à te faire, et tu vois, te faire un programme carré. Tu vois, un peu à la militaire. Tu arrives à 10h30, pas 10h35. Moi, j'appréciais ce moment-là, en fait. Après, j'ai voulu sortir de la case, mais tu vois, moi, je suis entré dans un groupe d'entraînement. J'avais bah justement, tu avais Muriel Urtis, tu t'entraînais, tu avais Ladji Doucouré à côté, tu t'allais manger, tu croisais Teddy Riner ou Tony Oka, tu vois, tu finis par croiser, en fait, et tu te dis, mais je suis au même endroit qu'eux. J'ai pas fait la même chose, bien sûr, mais je suis dans l'endroit pour le faire. Tu vois, et c'est effectivement une sorte de conditionnement. Donc, c'était pas à pas. Moi, il y a vraiment une rupture avant et après ça. Ok. Et là, est-ce que tu dirais même que ça devient une obsession ou... Non, non, Non. non, non, je voulais pas. Moi, je voulais pas gâcher ma jeunesse pour autant. Hein. Donc, les plaisirs parisiens et autres, je me suis pas privé parce que
j'avais cette personnalité ambivalente qui me disait c'est pas possible quoi. Je peux pas non plus être un cassos du sport et ne pas avoir de vie parce que dans 10 ans je vais me retrouver j'aurais rien fait en fait. Et surtout que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'entouraient et qui me disaient qui avaient eux par exemple j'en ai un en exemple qui était mon agent pendant très longtemps. Son grand frère jouait à Saint-Étienne, tu vois, et il me disait bah non mais c'est un bon gars, il y a rien à dire mais tu lui dis de faire un truc dans la vie, il va pas forcément avoir d'avis sur ces choses-là. Il a fait que du foot, le mec. Et tu vois, ça m'a marqué en fait. Je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai pas envie d'être comme ça. Envie de rester curieux, tu vois, on sait jamais. C'est vrai, mais c'est pas du tout évident, j'ai le sentiment, parce que tu vois, j'ai le sentiment que finalement, quand tu veux faire du sport à haut niveau, de l'extérieur, hein, tu dois faire ça à fond, ça doit être ton unique objectif, et finalement, toutes les distractions, bah, en fait, t'éloignent de l'objectif d'être le meilleur et le numéro un. Et du coup, le fait de vouloir garder cet équilibre, moi, j'ai l'impression que c'est pas compatible. Après, bon, la preuve, c'est que tu as réussi à le faire, mais Bah ouais. tu vois, quand tu prends plein de, je sais pas, un Mbappé ou d'autres sportifs de haut niveau, tu as le sentiment, tu vois, un Ronaldo, il y a que ça dans leur vie, tu vois. Clair. Et tu as le sentiment qu'ils sont obligés de faire ça pour arriver à ce top niveau parce que si tu le fais pas, bah, d'autres vont plus s'entraîner, d'autres auront plus cette rigueur. Et donc, c'est intéressant. En fait, c'est toi qui as raison. Si tu veux, tu me dis, je t'ai répondu oui, mais non, moi, j'ai pas réussi, justement. J'ai réussi certaines fois, à certaines périodes de ma carrière, mais il y a plein de courses que j'ai loupées à cause de cet équilibre, justement, qui était pas le bon pour moi. Et puis, tu peux pas te la ramasser tous les jours quand tu es sportif de haut niveau. C'est impossible dans tous les sports. Alors, Ronaldo, c'est en excès. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de sphère de qualité. C'est assez connu. Pour moi, Ronaldo, il est moins doué que les autres, mais par contre, il bosse tellement que du coup, sa sphère, elle est équivalente aux autres. Et si tu veux, chacun a son équilibre. Tu as des gens qui sont capables, je te donne l'exemple de l'INSEP, parce que c'est ce que j'ai fait. Tu arrives et tu es censé avoir une sorte de double projet. Donc, par exemple, les mineurs, ils viennent et ils doivent faire le bac. C'est obligatoire. Donc, moi, je ne suis pas arrivé mineur là-bas. Ah, mais les les mineurs, tu vois, l'INSEP, c'est les footballeuses, c'est les basketteurs et les basketteuses. En athlée, c'est rare de voir des mineurs. Mais tu vois, tu vas là-bas pour faire ton bac. Ensuite, tu arrives là-bas, ils te proposent plusieurs choses, TAPS, Tech 2 Co, des choses comme ça. T'y crois ou t'y crois pas, tu vois. Et il y a certaines personnes qui savent très bien s'organiser, savent très bien faire les deux. En fonction de leur sport, ils vont réussir à faire leur sieste d'une demi-heure, à bosser 1 heure, derrière à refaire leur deuxième entraînement de la journée. C'est des gens qui sont très bien organisés de base, c'est-à-dire que tu leur mettrais n'importe quel métier, ils arriveraient de toute façon, ça sera peut-être pas les meilleurs du monde dans leur métier, mais ils arriveront toujours à être organisés, tu vois. Des mecs comme moi, c'est plus compliqué, parce que problème de sommeil, donc moi tu me laisses 5 heures dans un lit, j'en dors 1. Tu me dis, vas-y, il faut que ça soit maintenant que tu bosses. Mais là, j'ai pas envie, je j'ai pas l'énergie pour le faire. Donc, je reporte, tu vois. Et donc, j'ai pas pu, moi, faire le double projet. J'ai pas pu faire d'études en même temps. Mais je connais des gens qui ont le même palmarès que moi, voire mieux, et qui sont ingénieurs, qui sont architectes, qui sont plein de choses aujourd'hui, qui sont médecins, et qui pourtant étaient même plus réguliers que moi dans leur carrière entière. Voilà. Et c'est pas forcément que les filles. Je sais que les filles sont souvent très bien organisées, mais là, je prends en exemple vraiment tout le monde. Et du coup, est-ce que, du coup, là, si on parlons du fait que du coup tu sois champion olympique, c'est champion du monde. Ouais. Ouais, J'aurais bien aimé. Hein. Champion du monde, Ouais, ouais. 800 mètres. J'ai fait 4e au Jeux de Rio. La place du con. Et, oui. et tu penses, attends, juste pour revenir là-dessus, si tu avais ce côté plus structuré, tu penses que tu aurais pu aller plus loin ou en fait, finalement, cet équilibre était nécessaire pour que tu fasses ça en fait? J'ai tendance à penser que c'est parce que justement j'avais le loisir de faire autre chose, en tout cas voilà, j'avais le bien-être de m'écouter. Donc dès qu'il fallait sortir, dès qu'il fallait libérer la pression, ça je savais très bien le faire. Mais j'arrivais le lendemain, j'étais déter quoi. Les mecs savaient, hein. T'es sorti hier? Oui. Ça se voit. Très bien. Tu transpires. Oui, je sais, on n'a pas commencé l'entraînement. Voilà, c'était ça. Mais par contre, je me butais à l'entraînement. Tu vois, j'avais quand même cette rage de me dire, je fais tous les entraînements. Et le problème, c'est quand t'es jeune, tu te blesses pas en fait. Donc, tu as l'impression que tu es invincible.
c'est arrivé plus tard. Ces conneries-là, elles te rattrapent en fait avec le temps. Et j'ai quand même tendance à dire que je pense que sans cette mentalité-là, j'aurais jamais été champion du monde. Par contre, j'aurais peut-être eu plus de chances, je dis pas plus de médailles, mais plus de chances d'accéder à des finales ou alors d'avoir un niveau plus régulier en meeting, parce que je sais que parfois j'ai loupé des courses à cause de ça et je regrette en rien. Il y en a certaines que je regrette, tu vois, je me dis, ça servait à rien. Il y a des soirées, tu te dis pourquoi en fait. Sortir pour sortir, ça n'a aucun sens. Et voilà, après petit à petit, tu les choisis. Et il y a beaucoup de sportifs qui attendent la fin des JO pour se la ramasser, quoi. Ah ouais. Tu vois, et pendant 1 an, c'est détox à fond. Ils explosent. Pour certains. Certains, ils arrivent très bien, mais je pense qu'ils sont moins fêtards que nous. C'est tout, en fait. Pourquoi tu tu vois. mets dans l'équation, là? Non. Ouais, parce que quelque part, t'es en face de moi, tu vois. Bien sûr. T'as pas le choix. Ouais. Et puis, je sais un peu, surtout. Je connais les backstage. Oula. Non, mais du coup, on va parler du festival éco-sportif où on s'est rencontrés. Mais juste pour rester sur le championnat du monde, comment ça s'est passé, genre le moment où tu cours, la préparation en amont, comment tu te sentais avant de le faire ce championnat? C'était en 2017, il me semble. Ouais. Et surtout, quand on voit la vidéo, enfin moi, vraiment, quand je vois les vidéos, on a dû t'en parler plein de fois, mais c'est tellement impressionnant au moment où tu commences à accélérer et tu traces, tu doubles tout le monde et tu finis premier, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce championnat? Ouais, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'accélère, c'est parce que j'ai une sorte de montée d'orgueil, parce que je me suis fait bousculer. Et quand on se rabat, tu sais, au bout de 100 mètres, le placement est quand même important, parce que si tu te retrouves dernier, déjà ça commence mal dans ta tête, parce qu'il va falloir doubler tout le monde, il va falloir réfléchir à quand le faire, tu peux pas passer par l'intérieur, parce que tu peux rapidement te faire éliminer. Et donc moi, je me fais bousculer au début de course, et il y a 300 ou 400 mètres de plus qui passent. Et en fait, dans ma tête, je veux juste être premier avant le virage. La connerie, tu vois, parce que je me dis, il y aura plus d'énergie à la fin. Mais je veux quand même le faire, je sais pas pourquoi. Vous m'avez gonflé, je vais passer. C'est pour ça que j'accélère aussi rapidement, en fait. Parce que je veux absolument être premier. Il reste 200 mètres de course. 200 mètres de course, c'est énorme. Et le truc, c'est que je pense que j'ai surpris les mecs. Ils s'attendaient pas à ce que je fasse un truc pareil. Et moi, je m'attendais pas à tenir le rythme. Donc c'était plus un sursaut d'orgueil que de la tactique pure, tu vois. J'avais pas du tout imaginé faire un truc pareil. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que je l'ai jamais fait que ça a fonctionné. Et pour revenir à la personnalité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un mec qui t'appelle, non, je sors pas et tout. Il te rappelle 5 minutes plus tard, t'es sûr? Bon, allez, vas-y, on y va. Tu vois, c'est ce genre de truc, en fait. C'est des décisions que tu prends en 1 seconde, t'as vrillé. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, pour les championnats. Pour ce championnat, en l'occurrence. Pour les autres, j'avais toujours tendance à analyser un peu trop à droite, à gauche. Bon, lui, il part comme ça. Lui, il mène toujours les courses. Lui, il est rapide à la fin. Il faut surtout pas que je me retrouve derrière lui parce qu'il a une petite foulée. Et en fait, quand tu calcules trop, ça fonctionne pas. Mais c'est logique, hein, pourtant. Mais on se dit, plus je vais avoir de données sur les gens, plus ça va être à mon avantage. Pas forcément. C'est le fameux instinct dont je te parlais. En l'occurrence, tu me parlais de préparation. L'année d'avant, j'avais eu une énorme embrouille avec mon coach qui m'avait dit faut choisir entre moi et mon agent. Bon, c'est mon agent, hein. Voilà, parce que c'est mon pote au passage, et parce qu'il avait des embrouilles avec lui. Donc, je me retrouve pendant 2 mois sans coach, et j'en retrouve un qui était fantastique. Et moi, je lui dis écoute, moi, j'ai fait 6 ans avec un mec, j'adore, sauf que je veux sortir de la case et j'ai envie de partir à l'étranger, m'entraîner longtemps. J'ai envie de découvrir des cultures. Est-ce que tu serais chaud pour partir en Australie avec moi? Et à ce moment-là, en 2016, qui me connaît pas, hein. C'est 2 minutes qu'on se connaissait. Il me dit vas-y, je viens. Il y avait un groupe d'entraînement et tout, c'était hyper égoïste de ma part, mais tu vois, il s'est dit attends, ça dépend, c'est quoi ton objectif? Je veux être champion du monde. Ok, alors je viens. Et donc pendant 2 mois, on se retrouve, et le gars, c'est un ouf, hein. Il a été divorcé 2 fois, célibataire, il avait 60 ans, il était sur Tinder, le gars. Ah ouais? Donc tu vois, des fois, s'il fallait, après l'entraînement, on avait bien taffé, s'il fallait aller boire une bière parce qu'on en avait envie, on le faisait, quoi. On se retrouvait, on faisait des karaokés dans notre Airbnb. Enfin, moi, j'ai passé des super moments avec lui. On s'est retrouvés à La Réunion, lui qui avait été 25 ans auparavant. À un moment donné, on rentre dans notre maison. Il fait un demi-tour. Je vous jure, ça fait un dérapage avec la voiture. Il dit non, les gars, on sort ce soir. Le coach qui dit ça, quoi. Ouais. Il dit ouais, il faut que je retrouve l'endroit d'il y a 20 ans et tout. Et je dis putain, mais c'est énorme. Ça serait ton équivalent. Et en fait, non, mais qu'est-ce qui se passe 1 semaine après? Je me blesse, en fait. Ouais.
en pleine saison, à cause de nos conneries, quoi. On était tellement compatibles, tellement fusionnels, qu'on en a oublié la base. Le socle, c'est de s'entraîner très dur. On s'entraînait très dur, mais sauf que derrière, on faisait les cons aussi. Donc, on a été rattrapé par la réalité. Je me blesse. Et puis, du coup, le fiasco pendant 2-3 mois, juste avant les championnats du monde. Et je me souviens que j'avais dit cette phrase à mon coach. Je lui ai dit, mais tu sais que peu importe, en fait, ça va pas forcément se passer cette année. Mais je sais que ça va marcher parce que là, on est trop compatibles, ça va le faire. Et c'était dans tous les cas la meilleure année de ma vie. On a trop rigolé. Et ça va se passer entre nous, c'est sûr. Et en fait, le lendemain, je suis champion du monde, quoi. Et pourtant, j'ai pas le niveau. J'ai vraiment foncièrement pas le niveau à l'entraînement. Je dis pas que je suis une trompette non plus, mais je suis dans un truc où je suis quasiment éliminé en demi-finale. Il n'y a aucune chance que je gagne cette course. Mais je la gagne certainement grâce à tout ce qu'on avait fait, quoi, avec lui. C'est énorme. Tu vois, des fois, tu peux créer des choses avec pas grand-chose. Petite étincelle. Voilà, je sais pas si tu as déjà vécu ça. À titre perso, des trucs, tu te dis, putain, c'est juste grâce à cette personne qu'il se passe ça, quoi. Ouais, clairement. En soi, dans la vie, tu sais, je trouve que tu as des trucs qui tiennent à une rencontre, à un événement. Une fois, je sais pas, tu t'es arrêté. J'ai un très bon exemple. J'ai un super pote d'enfance. Ça n'a aucun rapport, mais c'est un peu lié. Si, ça a du rapport, je le sens. Et en fait, ses parents se sont rencontrés parce que son père roulait sur l'autoroute. Et à un moment, il voit une jeune dame qui fait du stop. Et il n'avait jamais pris quelqu'un en stop de toute sa vie. Ouais, mais là, il se dit, bon, allez, pourquoi pas. Et là, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, ils ont 3 enfants. Tu vois, donc c'est la classe, ça te rend compte quand même. Ça tient à pas grand-chose. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est pour un peu rebondir sur ce que tu dis. Tu vois, tu as des trucs dans la vie, en fait, tu décides d'accélérer là, à ce moment-là, à ce championnat du monde. Lui, à ce moment-là, il décide de prendre la dame alors qu'il n'a jamais pris personne en stop. Tu vois, alors que de base, il est même méfiant. Tu vois. Et en fait, tu as juste une décision que tu prends pas habituellement qui, en fait, peut changer ta vie. Je sais pas si ça avait été lui ou moi, est-ce qu'il nous aurait pris en stop aussi. Ouais, voilà, tu vois, peut-être qu'il a 12 sur 10 au 2U. En fait, il l'a vu, le repéré de loin, il avait pas mal quand même. Ça se trouve. Tu l'as pris en stop, toi, ou pas Est-ce qu'on t'a pris en stop? Moi, je fais pas de stop. Je fais pas trop de stop en vrai. Mais on m'a déjà non. Ouais, on m'a déjà pris en stop. Ouais, mais j'en fais pas trop en vrai. Mais bon, ça se trouve, tu prépares Pékin Express, tu nous le dis pas. Ça se trouve prochainement dans les bacs. Et attends, du coup, ouais, tu sais, on s'est rencontrés donc au Festival Éco-Sportif que tu as organisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu as eu l'idée de mener ce projet et pourquoi tu l'as fait? Ouais, écoute, c'est pas la mienne, je fais partie forcément du noyau central, mais à la base, c'est mon pote Brian Cantero, qui était ancien coureur de l'équipe de France, et puis on a fait les 400 coups ensemble quand on était plus jeune. Il était à l'INSEP aussi. Et on a toujours eu des atomes crochus sur aussi les aspects professionnels. Donc on a monté un site de rencontres ensemble, on a tenté des choses. Et donc quand tu réussis quelque chose avec quelqu'un, c'est cool, mais quand tu te loupes et que tu es encore pote, souvent c'est les vrais. Donc moi, je crois que j'avais loupé un championnat, et puis il m'avait dit, écoute, moi je fais du ramassage de mégots, là, même plus... à Lyon, on est 15, vas-y, viens, ça va te faire du bien, tu vas voir, on passe, c'est des runners, c'est un petit collectif, on sait pas trop où on fout les déchets après, parce que derrière, on est avec les collectivités et tout, c'était pas très clair, tu vois. Je voyais le sens, bien entendu, mais je comprenais pas où ils voulaient, s'ils étaient que 15 en fait, donc j'y vais quand même. Et j'ai passé un super moment, quoi. Bon, après, c'est vrai que tu vois des déchets partout, hein. Les mégots, les compagnies, c'est omniprésent en France, mais finalement, quand tu fais un truc pareil, dans les broussailles, les trucs, dans les bas-côtés des autoroutes et tout, t'hallucines. Mais vraiment, t'hallucines. Donc moi, j'avais été choqué de ce moment, tu vois, mais vraiment très négatif. Je me suis dit, c'est le boxon, quoi. Et mais touché, quand même. Et je me suis dit, à la fin de ce truc, par contre, c'est pas fun, en fait. Il manque un truc. On n'appâtera jamais les gens à venir ramasser des mégots avec nous. Comment tu veux qu'ils comprennent? Il y a des gens qui nous applaudissent quand on passe devant eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire.
Tu vois, ils vont pas sortir leur téléphone et dire bah, vous êtes quel collectif, vous êtes une association. Ils n'avaient pas cette interrogation, cette curiosité. Ouais, moi, c'est plutôt les gens qui m'ont harponné, en fait. Et c'est de là que l'EcoSport Challenge est venu. On s'est dit, mais mec, pourquoi on ne ferait pas quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire un mouvement sportif, un peu culturel. Voilà, on essaie de réunir un peu tout ce qui nous correspond. On aime bien les soirées, on aime bien faire du sport, on aime bien se bouger, parce qu'à la base, c'est ça, l'EcoSport Challenge, c'est faire du bien en se faisant du bien, quoi. Mais en même temps, ramasser des déchets et courir, c'est antinomique. Tu fais un des deux, tu fais pas les deux. Donc c'est là que nous est venue l'idée de faire des véritables festivals. Donc on plante un village et tu amènes plein d'exposants de tous bords, hein, des gens qui sont dans l'upcycling, la revalorisation des déchets et compagnie. Donc on a commencé à faire des rencontres petit à petit. Tu vois, on a rencontré Bastien de Mégot qui est le pionnier de la revalo du mégot. Il en fait du mobilier urbain. Là, on a commencé à se dire c'est intéressant ces trucs-là. Ça se trouve, si on vraiment on réunit beaucoup de monde, on a vraiment des choses à faire pour de vrai, quoi. L'idée des entreprises est venue à ce moment-là aussi. On s'est dit, il y a un énorme enjeu au niveau des entreprises, au niveau des bars, au niveau de plein de monde. Et on s'est dit, et pourquoi pas réunir le monde associatif, le monde sportif, le monde des entreprises, le grand public tout court, en fait, dans une grande fête pour l'environnement. Et en proposant un challenge ludique aux gens, où ils vont vraiment se dépenser et ça va leur faire du bien de ramasser des mégots et autres, hein, parce que je te parle des mégots parce que c'est le fil rouge du festival, mais on en fait d'autres aussi, comme tu le sais, notamment le plastique et les canettes métalliques. Mais le mégot, parce que c'est le déchet qu'on le voit le plus, et c'est celui on le voit tellement qu'on l'oublie, en fait. Il est tellement petit, mais tellement toxique à la fois, qu'il est hyper important. Et surtout, c'est un truc facile à faire. Tu vois, Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'y connais pas grand-chose à l'énergie, j'y connais pas grand-chose à la politique. Et je vais pas proposer des lois différentes sur des trucs hyper importants dans les gros enjeux. Par contre, ça, c'est à portée de main. Et c'est, à mon sens, aussi important parce que quelques milliards sur la planète, si on a tous au moins un petit peu compris ces petits gestes-là, écoute, ça peut peut-être gérer une partie du problème. Et donc, c'est là que nous est venue l'idée aussi d'amener des ambassadeurs. Donc, on a fait appel à des gens comme toi qui ont de l'influence, qui ont de l'impact dans ce qu'ils font, qui font de beaux contenus. Mais aussi, on a pensé à des ambassadeurs qui ne font pas forcément le bien autour d'eux à titre environnemental, et justement qui vont venir pour comprendre. Tu vois, leur contenu, ça va être des choses bien différentes. Mais après avoir fait ça, eh bien, souvent, en plus, la plupart des gens ont des communautés jeunes. C'est hyper important pour nous de les avoir, parce que c'est un peu l'avenir, quoi. Non, mais clairement, mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans l'approche, c'est que c'était pas uniquement « venez, on va ramasser des mégots ». Tu vois, c'était en mode « venez, c'est être un festival éco-sportif, donc vous allez faire du sport, vous soutenez une cause, et en même temps… vous allez, il y aura de la musique, vous allez découvrir des entreprises engagées. Tu vois, c'était vraiment tout ça, c'était cet ensemble qui, selon moi, est meilleur pour convaincre les gens de venir soutenir une cause. Tu vois, parce que si tu avais dit, venez, on va juste ramasser des mégots. Oui, les gens ne viennent pas, évidemment. Bien sûr, pas, c'est clair. Et le but, c'est vraiment d'enrichir au maximum, de rendre ludiques les choses. Le challenge, on a plein de défis dedans. Tu vois, on ramène un DJ maintenant. C'est hyper important pour nous qu'on fasse une fête derrière pour l'environnement. Tu vois, on aimerait bien, par exemple, avoir Énergie qui a un label pour l'environnement. Et tu vois, en contrepartie de plus d'écoute des artistes, les artistes viennent gratuitement sur le truc pour faire un concert pour l'environnement, et les gens qui ont participé au festoche viennent à la fin faire fêter ce qu'on a accompli. Et effectivement, tout ce beau monde en fait que ça devient presque amusant en fait, et tu as envie de gagner contre l'autre équipe. Mais ce qui était ouf, je trouve, c'était tu vois, cette dimension, cette compétition qu'il y avait entre les autres. Du coup, à chaque fois, tu étais poussé à ramasser le plus. Et du coup, tu vois, ça rendait l'événement ludique. Ouais, bien sûr. Et puis, pour le coup, si tu joues vraiment le jeu, t'es mort à la fin. Ouais, mais clairement, moi, j'ai fait 2 challenges au dernier de Lille. J'en pouvais plus, quoi. Tu vois, j'ai fait le vendredi et le samedi. À la fin, t'es cramé. Mais c'est ça aussi le truc.
Mais il faut que ça soit aussi accessible à tous. Hein. Dans une équipe de 15 personnes, une entreprise, tu as des gens qui ont, je sais pas, de l'arthrose au genou, des trucs, ou alors qui ne font jamais de sport. Et tu vois, ça leur fait peur. Je me souviens qu'il y a certaines personnes qui disaient, j'espère que tu vas pas nous faire un entraînement, machin. Je dis, mais non, mais vous allez à votre rythme et clairement. tout. Justement, il y a plein de défis exprès qui sont un peu complémentaires, où tu n'es pas obligé non plus d'être champion olympique de marathon pour réussir le challenge. Donc voilà, écoute, on a créé une association pour que le mouvement prenne en fait encore plus. Parce que c'est vrai qu'on on pitchait le truc aux entreprises, mais en même temps, d'entreprise à entreprise, c'est presque un peu malsain. Nous, on veut pas prendre d'argent sur ce truc-là, tu vois, ni même que les ambassadeurs en prennent, parce que c'est pas le but. Ils font du contenu s'ils le veulent, s'ils n'ont pas envie de le faire, au moins à titre personnel, ils sont là, ils jouent le jeu et ils vont en parler autour d'eux, tu vois, c'est plus ça l'idée. Et donc on a créé, écoute, The Clean Project, donc la com va sortir en plus très bientôt, les statuts sont finis et le prochain rendez-vous prend date, c'est le 3 et 4 mai à Lyon, si t'es là, t'es le bienvenu. Cool. Et donc ouais, l'idée c'est c'est vraiment de le faire sur 2 jours maintenant, voilà, de faire prendre le mouvement, tu vois, on fait une campagne Ulule où on va demander aux gens d'adhérer à l'association, tu vois, c'est le premier pas qu'il est à 1 euro. Donc tu vois, c'est pas grand-chose, c'est l'euro symbolique justement pour venir faire partie de l'aventure. C'est ça l'idée, on essaye de, pour croître le mouvement, on veut absolument faire Paris après les JO, hyper important pour nous, et puis tu vois, d'arriver dans toutes les grosses villes de France minimum. Et est-ce que, enfin, moi je me sens que pendant le challenge, il y a plein de trucs qui m'avaient choqué, tu vois, sur le fait que en fait tu retrouves des mégots. Bon, déjà tu en retrouves partout, mais déjà tu en retrouves donc devant les bars, alors que tu sais, t'as des cendriers partout. Enfin, tu peux déposer tes mégots au bon endroit et en fait tu les retrouves quand même par terre. On en retrouvait devant les hôpitaux. Ah bah les hôpitaux, c'est terrible. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et moi, je me dis, en fait, devant les hôpitaux, ça n'a pas de sens. Tu vois, enfin, c'est vraiment un peu le paradoxe. Et surtout, tu as des gens aussi qui jetaient quand même devant nous, tu vois. Et quand tu fais ça, enfin, tout le monde sait qu'il y a des mégots, qu'il y en a partout et qu'il y en a beaucoup trop et que les gens les jettent n'importe comment. Mais quand tu participes à ce challenge, tu prends vraiment conscience, tu vois, de l'ampleur des mégots de cigarettes qui sont jetés par terre aujourd'hui, en 2023, 2024. Enfin, c'est un truc de malade. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui était intéressant, c'est que comme vous aviez invité plusieurs ambassadeurs, donc des influenceurs qui n'étaient pas forcément dans l'univers de l'environnement, d'écologie. Oui, peut-être des mecs qui jettent leurs mégots, tout simplement. Ouais, mais certainement, on sait rien. Mais ce qui était cool, c'est que eux, ils faisaient du contenu, ils en parlaient à leur communauté, et leur communauté, du coup, était plus sensible au sujet, et même leur communauté souhaitait participer au challenge. Et du coup, je trouve que l'influence, tu vois, l'influence, c'est aussi un levier d'action, et le fait que vous ayez recours à des influenceurs, des ambassadeurs ou autres, c'est ultra puissant. Tu vois. Ouais, c'est hyper important pour nous, parce que je pense que c'est ça le nerf de la guerre, à un moment donné, quand tu es en 2024, les influenceurs sont presque au-dessus des politiciens, ou voilà, c'est eux qui vont pouvoir. Les gens sont fans de ces gens-là en fait. Tu vois, c'est un peu les nouveaux héros, et tant mieux si ces gens-là arrivent à avoir un discours là-dessus, parce que voilà, c'est des choses simples à faire. Mais effectivement, tu vois, tu parles des hôpitaux, mais les personnels des hôpitaux, ils sont en plein stress, ils ont beaucoup d'adrénaline, c'est des métiers souvent difficiles, donc tu les vois, hein, moi j'en ai vu, pareil, hein, j'ai fait devant les hôpitaux le ramassage, il y a des poubelles et des cendriers autour d'eux, bon, je les connais par cœur, les cendriers d'hôpitaux, et justement à Lille, il n'y a pas Cyclope, l'entreprise qui bosse, ou qui récolte directement, donc ça s'amasse, et des fois, moi j'ai vidé des cendriers. Je les ai pas vidés pour faire le malin et pour rendre mon seau plus grand de mégots. Aussi pour ça, mais surtout parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des mégots au fond du cendrier qui ont 6 mois. Tu vois, il est presque désintégré. Ça veut dire que personne vient les chercher. On parlait des bars tout à l'heure. Pourquoi je te disais que c'était un enjeu hyper important? D'ailleurs, on avait fait un challenge de bars. En parallèle du festival, nous, c'était les bars, les boîtes et les restaurants. On en avait une quarantaine, notamment à Lille, tu vois, qu'on avait équipé de seaux. Et donc, pendant 2 semaines, ils pouvaient les remplir, s'ils le souhaitaient, pour gagner la tournée, justement, après le festoche. On allait avec tous les ambassadeurs chez eux prendre une tournée. Mais on l'a fait à Lyon.
Ok. On l'a d'accord. fait à Lyon, mais je crois que t'es resté Non. 15 jours, il me semble. Lyon, j'étais pas là, j'ai fait Lille 2 fois. Ok. Ouais, t'as fait Lille 2 fois, d'accord, ok. Ça marche. Bah, à Lyon, si tu veux, on a pris la fameuse première tournée avec un bar qui, en 2 semaines, nous a ramené, je crois, 50 litres de mégots. Ah oui. Donc, tu vois. Ouais. Et alors, pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'il y a une loi qui est passée, je sais pas si tu étais au courant de ce truc-là. Ils n'ont pas le droit de mettre de cendrier avant que les personnes soient installées. Donc, en fait, il n'y a jamais de cendrier. Pourquoi? Tu vois, à Lille, il n'y en a pas. Pourquoi ils ont pas le droit? Bah, c'est une loi nationale. Je pensais que c'était que à Lille, tu vois, parce que nous, à Lyon, on voyait des cendriers parfois et tout, sauf qu'en fait, tu remarqueras, si tu viens là-bas à nouveau, qu'il n'y a pas de cendrier à chaque bar, et surtout pas à chaque table, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut qu'ils attendent que les clients soient installés, et puis du coup, ils ne le font pas. Ouais. Donc les clients, qu'est-ce qui se passe quand Ouais. ils fument? Mm. Soit ils ont un cendrier de poche, Mm. une personne sur 10, j'imagine, soit ils ont une poubelle à 10 mètres, mais elle est loin. 10 mètres, c'est loin, attends, flemme. Je dois parler quand même. C'est important ce que j'ai à dire. On se voit quand même tous les jours. On a toujours les mêmes choses à se dire, mais par contre, 10 mètres, je peux pas le faire. Et c'est pas un réflexe, en fait, pour certaines personnes, en tout cas pour certains fumeurs. Pour d'autres, maintenant, c'est évident. Mais c'est pour ça que tu as autant de mégots devant les bars. Et qu'est-ce qu'ils font, les mecs, les barman ou les patrons de bar? Au lieu de les prendre, certains le font, ils les mettent dans la poubelle, très bien. Mais d'autres, ils balaient à 3 mètres de... Les mégots, c'est bien, pas devant chez moi, mais à 3 mètres de chez moi, c'est pas grave, parce qu'il y a le trottoir, et puis derrière, la route, en fait, c'est ce qu'il y a de pire, parce que derrière, les mégots, ils sont envoyés dans la nappe phréatique. La catastrophe, elle est là. C'est pour ça que ramasser des mégots dans la rue avec les entreprises, les ambassadeurs, les associations, le grand public, c'est bien. Mais tu te rends compte que dès le 2e jour, il n'y en a plus des mégots dans la rue. Enfin, il n'y en a plus, on s'entend. Mais les enjeux, ils sont beaucoup plus dans les hôpitaux, dans les bars, dans les entreprises. Moi, j'ai vu des parcs d'entreprises où, pareil, tu as des cendriers. J'ai des photos, je pourrais te montrer, tu rigolerais, où les cendriers, ils sont déjà tellement pleins. C'est des petits trucs comme ça, tu vois, sur les cendriers muraux, qu'en fait, du coup, les mecs, au lieu de les mettre et de se dire on va appeler quelqu'un pour que les gens vident le cendrier, non, tu vois une dune un énorme amas de mégots par terre. Ils préfèrent le jeter par terre, quoi. Ça, c'est pareil, ça va directement dans la terre. C'est un truc de malade. Donc, voilà l'enjeu, en fait. C'est pour ça, les entreprises qui viennent participer, derrière, quelques jours plus tard, quand au lieu de jeter leurs mégots par terre, elles vont se dire non. C'est pas... Justement, c'est la petite graine, tu vois, qu'on a mis dans la tête, que même moi, on m'a mis, hein. Première fois que j'ai fait un truc, c'est comme ça que ça s'est passé dans ma tête, tu vois. Et c'est quoi un peu, du coup, ton rapport à l'écologie, à l'environnement? Finalement, en tant que sportif, tu es souvent, normalement, amené à voyager. Et donc, c'est pas forcément pour beaucoup. Toi-même, l'alimentation, pour beaucoup, il faut manger de la viande. C'est une alimentation carnée. Donc, toi, c'est quoi un peu ton rapport à l'environnement par rapport au sport? Et comment aussi tu t'es engagé là-dedans et comment justement tu as été sensible à cette cause? Ouais, écoute, pour les voyages, il y a un côté quand même, rêveur, tu vois, d'opportunité quand tu deviens sportif. C'est vrai que, alors, ça dépend quel sport, bien sûr, mais les sports indiv comme le mien, comme je le disais tout à l'heure, tu as 8 mois d'entraînement pour 3 mois de compète. Pendant ces 8 mois, tu fais un peu ce que tu veux. Donc, si tu as un peu de partenaires, tu as un peu d'oseille à droite à gauche, et que tu es jeune, il y a quand même, c'est logique de vouloir, de se dire, entre guillemets, je suis pas n'importe quel gamin qui doit être en cours tous les jours et compagnie. J'ai l'occasion de le faire, donc je vais pas m'en priver. Et ça, c'est le piège. C'est le piège. Aujourd'hui, je pense que les nouveaux sportifs, les jeunes doivent réfléchir différemment et on peut pas leur jeter la pierre pour agir comme ça. Moi, je l'ai fait, mais c'était dans le contexte où j'avais pas forcément le choix. On me disait, aujourd'hui, dans 2 mois, on partira au Portugal, dans 6 mois, on ira en Espagne. Bon, souvent, c'était quand même des endroits plutôt proches, mais on prenait quand même l'avion. On partait pour entre 2 semaines et 1 mois et demi. Mais il y a eu des stages à Los Angeles, les machins, et puis en y réfléchissant, c'était quand même fiasco, hein. Et c'est quoi les stages? C'est Bah, vraiment nécessaire ou pas? C'est nécessaire dans le sens où tu casses ta routine. Moi, je fais un an à l'INSEP d'entraînement. Je peux le faire un an, hein.
je peux le faire 2 ans, mais la 3e année, ça va être compliqué, la 4e encore plus. Et puis à un moment donné, tu perds le fil parce que tu es toujours au même endroit. Donc après, rien ne t'empêche de faire des petits stages en France ou autre, et tu pars en van. Justement, ça peut être plus sympa, mais on le fait quand on est jeune. C'est une question de moyens, beaucoup. Après, tu as des infrastructures à l'étranger qui sont souvent meilleures qu'en France. Tu vas aux États-Unis, par exemple, ou en Australie, c'est exceptionnel. Tu vas dans certains secteurs où tu auras l'été, au moment où nous, on sera au mois de janvier, il fait hyper froid. Alors aujourd'hui, il y a quand même des tapis de course qui montent à 30 km/h. Il y a plein de trucs qui te permettent de rester plus longtemps chez toi, je trouve. J'ai envie de dire à mon époque, je suis pas vieux quand même, je suis jeune retraité, mais tu vois, j'ai la trentaine. Il y a 10 ans, les tapis de course, ils n'étaient pas aussi évolués. Aujourd'hui, je pense qu'on peut bosser tranquillement un peu plus local. À l'époque, c'est vrai que c'est comme quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, à un moment donné, c'est déjà là. Du coup, il a envie de le refaire. Tu vois, tu donnes de la bouffe à un chat, il va revenir tous les jours. Mais on est un peu pareil finalement. Moi, j'avais 20 ans, on m'a fait un stage à Los Angeles, j'avais envie de parcourir le monde et d'aller sur tous les continents le plus rapidement possible. Il y a un stage en Afrique du Sud qui est très connu, c'est Potchefstroom. Et là-bas, il y a même plus que le haut niveau qui vient. Tout le monde vient là-bas parce que c'est quasiment les meilleures infrastructures pour s'entraîner. Tu as 1400 mètres d'altitude, il y a ça aussi. Alors que si tu veux faire de l'altitude en France, tu vas dans les Alpes, il fait moins 1000 et tu fais de la randonnée, quoi. Alors que le haut niveau en athlée, voilà, tu crées des globules, machin, enfin, tout ça est prouvé depuis bien longtemps et tu peux pas le faire n'importe où dans le monde, particulièrement au mois de janvier, février. Tu vois, des mecs à l'époque, des champions qui passaient 4 mois, 5 mois là-bas. C'est moins grave du coup, niveau écologie, tu prends juste un avion pendant. Voilà. Au niveau de la bouffe, c'est pareil, ça a été démenti depuis bien longtemps. Aujourd'hui, maintenant, on n'est plus là-dedans, dans le coup des protéines animales, absolument. Il y a un super reportage, Game Changers, que tu as dû voir. D'ailleurs, je connais la nana du 400, tu vois, elle a fait du 800 maintenant. C'est plutôt prouvé que tu peux très bien voire être même meilleur, en fait, tout en faisant les choses bien à ce niveau-là. Je suis pas forcément un bouffeur de viande, moi, de base. J'aime bien ça. Je peux m'en passer, tu me l'enlèves, je vais pas être triste, si tu veux. Ça va peut-être me manquer dans un barbecue dans l'année, mais c'est pas mon truc préféré. Donc ça a jamais été très grave pour moi. Maintenant que je le sais, voilà, on a tous vu les vidéos de protection des animaux avant, même l'environnement. C'était déjà choquant avant que tout ça soit évident par rapport à l'eau et compagnie. Donc, si tu veux, j'ai l'impression quand même que les sportifs de nos jours vont être beaucoup plus sensibles qu'on l'était nous et qui font beaucoup plus attention, tu vois. Donc, je suis moins inquiet pour le niveau, enfin pour le monde du sport que je pouvais l'être il y a quelques temps. C'est vrai que concernant le foot, tu vois, le rugby, tous ces sports où ils ont besoin d'être quelque part toutes les semaines. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à leur place? T'imagines, t'as une pression de dingue. Ah, c'est pas évident. Ils gagnent des millions. On se dit, c'est bon, ils pourraient se déplacer en train et tout. Mais non, mais c'est hyper fatigant, en fait. Toutes les semaines, je crois qu'ils se rendent pas compte avec les entraînements et compagnie. Donc, voilà, il faudrait peut-être voir les championnats différemment, faire du local Ça, un c'est peu une piste, plus. typiquement, tu vois. T'es pas forcément obligé de. Je sais qu'il y a des déplacements qui sont nécessaires, mais tu vois, par exemple, il y a certains déplacements en France on pourrait faire en train, tu vois. Et je pense que, en fait, c'est important aussi, tu vois, du message que tu véhicules. Et en fait, finalement, tu vois, quand tu es un sportif de haut niveau, tu es un rôle modèle pour beaucoup de jeunes. C'est Donc, clair. en fait, finalement, si tu dis, bon, bah, en fait, tu vois, cette destination, elle est accessible en train, on va prendre le train pour des raisons écologiques. Bah, en fait, les jeunes qui écoutent, ils disent, ah, bah, en fait, Mbappé, il prend le train pour des raisons écologiques. Bah, du coup, les voyages en France, nous aussi, on va faire comme Mbappé. Et tu vois, tu as aussi ce rôle d'influence, d'imaginaire qui sont ultra importants. Après, je me dis, quand tu fais une Coupe du Monde à l'autre bout du monde, évidemment, tu vas prendre l'avion. Mais déjà, si tu commences par le train dans les destinations françaises, bah là déjà tu véhicules un message qui est ultra fort. Effectivement, il faut commencer petit, je suis de ton avis. C'est-à-dire que oui, bon, les coupes, il y en a une tous les 4 ans, ça va. C'est un petit fiasco par rapport au quotidien, en fait. C'est surtout ces petites mesures-là qui vont être importantes. Un Mbappé, tu te rends compte l'impact qu'il a. Après, il faut réfléchir aussi à la notoriété. Il faut bien organiser les choses pour eux. Parce que les mecs, ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas faire 1 mètre sans être dérangés. Donc, à un moment donné, si tu le mets dans le même train que Mamad et Pierrot, je sais pas comment ça va se passer, tu vois. Nous, on va pas aller le faire chier,
Voilà, tu vas me dire, ça fait du boulot en plus. Voilà, pour les restrictions et compagnie, ça peut pas être plus mal non plus au niveau social. Il y en a qui font, hein, je pense, hein, au rugby. Il y a déjà eu, je me souviens, les rugbyman de l'équipe de France qui se sont déplacés en train. Je sais pas si tu te souviens, ces petites mesures-là, ça reste quand même des choses importantes. Et il n'y avait pas ça il y a 2-3 ans. Tu vois, ça commence vraiment à bouger. Et j'ai l'impression qu'avec les Jeux de Paris, ça va être encore mieux. T'en penses quoi des Jeux de Paris, justement du coup, toi, tu as annoncé ta retraite sportive. Est-ce Ouais. que tu peux m'en dire un peu plus Bah dessus? écoute, j'allais humilier les autres, donc fallait absolument que je m'arrête avant. Pas du tout. Ça allait être compliqué. Ça allait être très compliqué, donc autant laisser la place aux jeunes qui sont meilleurs. Et en fait, il y a du bon, il y a du moins bon pour ces JO, mais c'est les JO, donc dans tous les cas, la planète, une partie de la planète va venir, Mais en plus, qu'on ça le veuille ou Paris, non. donc peut-être que pour toi, ça avait une symbolique plus forte, non? Ou même pas spécialement. Ah, à titre personnel, Ouais. non, moi j'ai vraiment plus forcément la passion du truc. Tu vois, je pensais être triste en m'arrêtant. Bah, tu vois, je vis pas le truc, le mauvais côté de la chose. En tout cas, j'ai pas eu le bad. Euh, Ok. Après, ça peut arriver plus tard, hein, certainement, mais j'ai pas cette sensation que ça m'arrivera. En tout cas, je l'espère pas. Mais tu vois, ça a permis pas mal de bouger. Tu vois, le conduit qu'ils ont fait dans la Seine, les choses comme ça, il était temps, j'ai envie de te dire. Mm. Et il faut des grandes mesures enfin, il faut des grands événements pour qu'il y ait de grandes mesures. Donc Et- après, est-ce que ça va perdurer, toutes ces choses-là? Je ne sais pas. Mm. L'histoire nous a montré que non. Mais en même temps, à tous les niveaux, au niveau des entreprises, des infrastructures, de tout, tout bouge en fait. On n'a plus le choix. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'écologie positive en fin de compte. Mm. Pas faire peur aux gens. Mm. Voilà, pas les dégoûter. Et c'est pour ça que regarder la télé, c'est chiant aujourd'hui, quoi. Mm. Et regarder les podcasts de Mamat, c'est plus intéressant pour en savoir plus sur les mesures à adopter. Tu vois, qui sont casse-couilles pour personne finalement. Mm. Donc peut-être qu'au jeu, il y aura du bien là-dessus. Et, Je sais rien, et- t'en penses quoi des jeux, toi, à Paris? ah, un- ça, c'est une question qui. C'est tricky, là. Ouais, non, mais qui va nécessiter une réponse très très longue. Euh, et Vous avez comme, 1 minute. comme on manque de temps. Non, mais en fait, tu as plusieurs sujets sur les JO. En fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que tu as un climat aujourd'hui où tout le monde se dit ah, les JO à Paris, ça va être une catastrophe. Et en fait, tu as beaucoup de gens qui se plaignent des JO. euh, et tu as beaucoup de gens qui sont un peu rabat-joie par rapport à ça, mais pas du tout d'un point de vue environnemental, parce que ça, je l'entends, mais plus sur le fait que, je sais pas, des gens qui sont très disent ah mais ça va être une catastrophe, ça va être mal organisé, et les gens sont pas contents qu'il y ait un événement sportif C'est parce à qu'on Paris. c'est les Français, c'est pour ça. Ouais, non, mais tu vois, On les moi je connaît. trouve ça dingue que, en fait, t'as quand même un événement qui arrive peu de fois. Toutes les villes n'ont pas les capacités de l'accueillir. Là, mine de rien, il y a plein d'infrastructures déjà existantes, tu vois, contrairement Bien sûr. aux JO de Rio où ils ont dû construire plein d'infrastructures qui après ne sont pas utilisées. Là, tu as une vraie démarche qui a été faite. Donc, tu as plein de points positifs. Évidemment, tu as des points négatifs parce que chaque événement de ce type ne peut pas être neutre en carbone. Mais enfin, moi, c'est surtout ça qui me gêne sur les JO. Et bref, Ouais, là, on l'aspect arrive un peu social sur. aussi, ils font bosser des mecs voilà, des Mm, immigrés et compagnie, on le sait, ça, c'est un peu comme la Coupe du Monde de foot, quoi. mm. Et c'est très camouflé tout ça, mais c'est logique, hein, il faut aller vite. Malheureusement, il y aura toujours du moins bon là-dedans. Et toi, du coup, donc, tu as arrêté ta carrière pour des raisons de santé? C'est pourquoi? Ouais, bah écoute, moi je m'étais fait opérer d'un tendon qui n'est pas réopérable et qui en l'occurrence a relâché au même endroit. Donc bon, on en parlait tout à l'heure, hein, les années fêtardes m'ont rattrapé et puis voilà, on précipitait un peu ma fin, je pense. Et puis je regrette en rien en fait cette fin parce elle est logique. J'ai eu des belles années, j'ai eu des moments très forts dans le sport. J'ai eu des pics de forme vraiment qui m'ont permis d'atteindre mes limites sportives, enfin, je crois.
Et donc, j'arrête à 30 ans. C'est vrai, ça peut paraître jeune quand tu vois des mecs qui sont encore là à 36, 37 ans. Ah oui, ok. Je me posais la question, je me rends pas compte dans Bah l'athlétisme. après, c'est pas les mêmes sports, mais je me compare pas non plus. Mais tu vois, des mecs comme Djoko qui sont encore là, ils ont 40. Enfin, je sais pas quel âge il a, Djoko, mais je pense qu'il a 40 ans. En tout cas, il doit pas être loin. Ils sont capables. Parce qu'ils sont meilleurs déjà, tout court, de base, et qui font le job. Ils font le job, mais c'est pas les mêmes intensités non plus, quoi. Tu vois, nous, les jeunes, aujourd'hui, ils ont les crocs, les mecs, hein. Enfin, comme tout le monde, en fait, quand t'as 20 ans, dans la course à pied, t'as le monde entier qui fait de la course à pied. Le 800, ça fait partie des disciplines avec le 200 mètres, je crois, où il y a le plus de personnes au JO. Donc, le plus de personnes, le plus de pays représentés et le plus de personnes. Ouais, c'est dingue. Donc tu peux avoir un mec dans un petit pays, une petite île, qui rapporte 0 médaille, mais qui en fait s'entraîne autre part et qui lui représente son truc, qui a sa place, quoi. Tu vois, t'as vraiment tout, alors que dans d'autres, c'est pas facile de comparer, hein. Ça fait un peu rageux de faire ça, mais c'est la vérité, en fait. Tu vois, c'est dans le sens où c'est vraiment dur, quoi, de rester à ce niveau-là, je trouve. Mon niveau, je l'ai atteint, et puis après, ça a décru rapidement, quoi. Mais c'est comme j'ai l'impression que c'est dans une carrière artistique, le plus dur, c'est de maintenir son niveau, tu vois. Ouais, c'est clair. Le plus dur, c'est de perdurer. Voilà, tu peux y accéder, c'est vrai, c'est pas facile. Déjà, y accéder, c'est extrêmement compliqué. C'est déjà difficile, mais bon, avec certaines méthodes et tout, voilà, c'est possible. Même pour les pays les plus défavorisés, voilà, dans mon sport, on nous a prouvé, on a vu. Et moi, j'ai déjà vu des Kenyans, quand j'avais 18 ans, courir sans chaussures, hein, et gagner des courses. Hein. Gagner les championnats du monde junior et tout. J'ai vu des trucs incroyables dans ce sport-là. Tu vois. C'est plus accessible, tu penses Bah, alors évidemment, maintenant, tu as des chaussures révolutionnaires, tu as des choses comme ça qui sont apparues. Et même les pays les plus défavorisés, si tu fais des petites perfs, très vite, tu trouves des sponsors quand tu es jeune. Donc finalement, les gens sont assez rapidement aidés. Question signature, c'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Oh, punaise. Est-ce que toi, tu as de l'impact, je pense. Mais l'impact, mon gars, l'impact déjà en science, c'est quand des forces opposées font toucher de la matière. Donc l'impact, c'est la conséquence. C'est un choc, tu vois. Et de mon point de vue, avoir de l'impact, faut s'imaginer que c'est à l'inverse de la science, c'est des pensées, c'est des opinions qui vont s'opposer. Et donc, quand tu as de l'impact, tu crées quelque chose enfin, tu influences, en fait, entre guillemets, la personne. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois. En science comme dans la vie. Donc, plus tu as d'impact, plus tu as d'influence sur les gens, les idées vont se confronter, et après t'avoir écouté parler, les gens vont se dire « Ah, j'étais pas de son avis, maintenant je le suis ». Et ils vont aller dans ta direction. Voilà, c'est un peu, ça pourrait presque être négatif, mais finalement, quand on connaît ces sujets et quand on est bienveillant, je pense que ça reste, avoir de l'impact dans ces moments-là, c'est positif. Merci Pierre-Ambroise. Je t'en prie. Merci à toi pour ce podcast, c'était sympa. Vous êtes encore là ? Ah, trop bien, j'ai encore un truc à vous dire. Alors si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager et surtout à nous mettre 5 étoiles. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper important. Alors, je compte sur vous ?